Alors, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être si nombreux, à la fois en présentiel, comme on dit maintenant, et puis aussi en distanciel, puisque il y a plusieurs dizaines, centaines de personnes même qui nous écoutent derrière leur écran, pour cette table ronde diffusée aussi en visioconférence. Je vais juste me présenter tout d'abord. Je suis Antoine Dabundo et j'ai la grande chance, comme journaliste, de m'être vu confier la tâche de suivre les questions de bioéthique pour le journal La Croix, qui est partenaire de cette soirée. Je suis également très honoré d'avoir animé cet échange entre les 5 personnalités qui sont avec nous à cette table, dont les regards croisés vont certainement nous aider à y voir plus clair sur les grands enjeux de ce débat national engagé depuis quelques mois sur la fin de vie. Je vais vous les présenter. Donc, juste à mes côtés, Prisca Thévenot, bonsoir. Prisca Thévenot, vous avez été élu aux dernières élections législatives député des Hauts-de-Seine dans la 8e circonscription sur la liste Renaissance, donc de la majorité présidentielle, après une première tentative en 2017 en Seine-Saint-Denis, qui est un peu le département où vous avez grandi, fille d'une famille d'origine mauricienne installée en France dans les années 70. Et vous nous direz tout à l'heure un peu dans quel état d'esprit vous abordez ce débat national sur la fin de vie initié par le président Macron en septembre dernier. À vos côtés, le docteur Alexis Burneau. Bonsoir. Docteur Burneau, après une carrière commencée comme urgentiste, vous êtes aujourd'hui chef de service de l'équipe de soins palliatifs de l'Institut Curie de Paris, parce qu'il y en a 2, vous m'avez dit. C'est le premier centre de lutte et de recherche contre le cancer en France. C'est dire que votre quotidien est d'être confronté à la mort pratiquement tous les jours, et vous nous expliquerez quelle est la spécificité de cette médecine palliative que vous pratiquez maintenant depuis 15 ans. Encore à vos côtés, Marie-Caroline Areto. Bonsoir. Bonsoir. Il faut se pencher un petit peu. Depuis septembre 2020, vous êtes professeur extraordinaire de droit public. Alors, extraordinaire, vous méritez certainement ce titre, mais c'est l'équivalent de maître de conférence à la faculté des sciences sociales, d'économie et de droit de l'Institut catholique de Paris. En tant que spécialiste de droit comparé, vous avez choisi de mettre un coup de projecteur sur les législations étrangères qui ont autorisé l'euthanasie, en particulier l'exemple de la Belgique et du Canada, et des enseignements que l'on peut en tirer. Encore à vos côtés, Madame Véronique Comollet, bonsoir. Bonsoir. Votre profession de responsable juridique financier pour une agence de design ne vous empêche pas de réserver tous les vendredis après-midi pour vous rendre comme bénévole au chevet des patients de la maison médicale Jeanne Garnier à Paris, un des plus grands centres de soins palliatifs d'Europe. Vous tenez d'ailleurs un blog qui raconte ces rencontres et vous avez accepté de partager votre témoignage sur cette présence d'accompagnement auprès des personnes en fin de vie. Enfin, à vos côtés, Marie-Dominique Trébuchet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris et vous enseignez la théologie morale et fondamentale, mais aussi les questions de vie et de bioéthique. Et vous avez été pendant 15 ans bénévole en soins palliatifs. Vous allez nous rappeler ce qu'est précisément la démarche éthique et comment elle se pose, selon vous, dans le débat qui nous occupe ce soir. Voilà, les présentations étant faites, je voudrais, en guise d'introduction au débat, vous dire un petit mot du contexte dans lequel se tient cette table ronde qui, me semble-t-il, arrive vraiment à point nommé. Comme vous le savez sans doute, la Convention citoyenne sur la fin de vie, convoquée en septembre dernier par le président Macron, va tenir ce week-end sa 9e et dernière session. Elle aura travaillé 27 jours, durant lesquels les 185 participants ont entendu des experts dans divers domaines, ont délibéré, ont voté des propositions, et elle devra remettre le 2 avril au gouvernement un document final qui va contenir ses recommandations en réponse à la question qui a été posée par la Première ministre Elisabeth Borne lors de l'installation. Je vous lis cette question. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Je dis remettra ce document le 2 avril. En réalité, on ne sait pas bien si c'est dimanche ou lundi, puisque les 184, ils étaient 185 au départ, ils sont plus que 184, il y a eu une seule défection, seront reçus à l'Élysée
le lendemain, le lundi 3, par le président Macron pour une réception où il devrait certainement remettre ce document de manière plus officielle. Pour rappel, le cadre législatif qui règle actuellement la fin de vie en France est récent, une trentaine d'années environ, et a beaucoup évolué puisque 5 grandes lois, 5 c'est beaucoup sur 30 ans, sont intervenues sur cette période. Alors comment expliquer ces changements périodiques, si je puis dire ? Sous le contrôle des intervenants et du docteur Burneau, il y a quand même un changement majeur qui l'explique, c'est dans les conditions dans lesquelles on meurt en France. La médecine a fait de grands progrès et a permis d'allonger de manière importante l'espérance de vie, mais il y a un revers à cette médaille, c'est que le temps de vie avec des problèmes de santé, parfois lourds, augmente lui aussi. Si bien qu'on a délégué, si je puis dire, la mort aux médecins et que l'on meurt de plus en plus souvent à l'hôpital, dans un cas sur 2 pratiquement, ce qui est devenu une source d'angoisse pour nombre de nos concitoyens parce qu'ils ont l'impression qu'à l'hôpital, on meurt dans des conditions indignes. Une deuxième raison, c'est la pression d'affaires très médiatisées qui ont conduit souvent le législateur à réagir dans l'urgence et souvent avec prudence aussi. Et enfin, il y a une demande de la société pour mieux faire reconnaître les droits des patients. Si on passe rapidement en revue ces 5 grandes lois et les droits qui lui sont associés, il faut retenir quelques dates. La première, celle de 1995, qui institue pour la première fois le droit de recevoir des soins visant à soulager la douleur. Le docteur Burneau nous dira peut-être tout à l'heure tous les progrès qui restent à faire, mais enfin, avant cette période, on ne s'occupait pas tellement de la douleur des patients, et c'est encore un problème à l'hôpital. J'entendais Jean Leonetti qui rappelait que près de 30% des gens qui mériteraient d'être traités ne le sont pas encore. La seconde loi, c'est celle de juin 1999 qui définit ce que sont les soins palliatifs et qui vise à garantir leur accès universel à tous, en tout cas en théorie. Arrive en 2002 la loi dite Kouchner relative aux droits des patients qui institue plusieurs droits importants pour les patients. D'abord le droit d'être informé ou de refuser de l'être sur son état de santé, le droit d'accéder à son dossier médical, le droit de consentir aux soins, un consentement libre et éclairé, qui est rétractable, mais aussi de refuser un traitement, y compris ceux qui permettent le maintien en vie, et enfin le droit de désigner une personne de confiance qui accompagne le patient et la représente s'il n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté. Après cette loi Kouchner intervient une première loi dite Leonetti, du nom du député Jean Leonetti, en avril 2005, qui prend une décision importante, c'est de s'abstenir, d'imposer aux médecins de s'abstenir de toute obstination déraisonnable. C'est le nouveau nom de ce qu'on appelait l'acharnement thérapeutique. Une décision qui doit se prendre de manière collégiale et motivée, en tenant compte évidemment de la volonté du patient, et puis qui autorise aussi la rédaction de directives anticipées. C'est une sorte de testament des volontés d'un patient sur les conditions de sa fin de vie au cas où, précisément, il ne pourrait plus, lui, les exprimer directement. Enfin, la dernière loi en date, c'est la loi dite Claes-Leonetti, qui transforme ces directives anticipées en directives anticipées opposables, non pas contraignantes mais opposables. Le médecin doit en tenir compte mais peut s'en abstraire dans certaines conditions spécifiques, et qui donne surtout accès, c'est le dispositif principal nouveau qui a fait beaucoup parler à cette époque, qui donne un droit d'accès sous condition à ce qu'on appelle une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Alors, dispositif qui est réservé aux malades incurables avec des souffrances dites réfractaires qu'on ne peut pas soulager, ou en tout cas qui sont réputées non soulageables, et dont le pronostic vital est engagé dans le court terme étant défini comme quelques heures, quelques jours. Voilà, vous remarquerez que malgré tous ces changements au cours de ces dernières décennies, l'interdiction de l'euthanasie et du suicide assisté a toujours été maintenue, malgré plusieurs initiatives parlementaires pour les autoriser. La dernière en date, qui est peut-être l'explication de notre présence ici, c'est celle en avril 2021 du député ex-socialiste rallié à la majorité présidentielle aujourd'hui, Olivier Falorni, qui dépose à cette date, en avril 2021, une proposition de loi
dont l'article 1er est voté à une grande majorité, je crois même à l'unanimité, et qui est bloqué par le gouvernement, qui dit on ne reprend pas à notre compte, le débat s'arrête là. Mais enfin, on est passé, comme on dit, assez près du vote de cette proposition de loi. Et c'est sans doute ce qui explique que ce débat est reposé aujourd'hui. Pendant son premier quinquennat, le président Macron dit on ne fait rien. Et puis, comme candidat lors de la dernière présidentielle, il prend cet engagement de convoquer une convention citoyenne qui devra relancer, qui va relancer ce débat national. Débat qui prend une tournure particulière le 13 septembre dernier avec l'avis 139 du Comité consultatif national d'éthique qui en trouve pour la première fois dans son histoire la voie à ce qu'il appelle une aide active à mourir. C'est le terme choisi, on pourra peut-être le discuter tout à l'heure. Avec une préférence, il dit, ce comité dit il existe une voie éthique pour ouvrir vers une aide active à mourir, avec une préférence pour la forme d'un suicide assisté sur le modèle de l'Oregon. Et Madame Areto nous dira peut-être tout à l'heure un petit mot de ce système. On connaît également aujourd'hui, avant même qu'elle ait rendu ses conclusions, la position adoptée par la Convention citoyenne sur la fin de vie. Elle va dans le même sens que le comité consultatif d'éthique. Une forte majorité de ces 184 participants, plus de 75%, s'est déclarée en faveur d'une ouverture vers l'aide active à mourir. Mais on voit mal encore quelle forme elle pourrait prendre. Les avis sont assez partagés entre euthanasie, suicide assisté avec exception d'euthanasie, les deux au choix. Quels sont les critères aussi d'accès à cette aide active à mourir? Beaucoup de discussions au sein de cette assemblée consultative, selon l'âge, la maladie, le pronostic vital, le type de souffrance. Puis enfin, il faut signaler le travail d'une mission parlementaire d'évaluation de la loi Claes-Leonetti, où on retrouve à la présidence le député Olivier Falorni, qui doit se prononcer demain sur, selon toute vraisemblance, une évolution de la loi. Précisons donc, pour finir, que la décision appartient désormais au président de la République, dont on mesure mal encore les intentions. L'engagement de campagne a été discuté à plusieurs reprises par lui et on ne sait pas très bien vers quoi on s'oriente ni sur quel calendrier. Ce qui est sûr, c'est que ce débat sur la fin de vie est loin d'être clos. Il fait peut-être même que commencer, d'où l'intérêt, à mon avis, de cette table ronde qui nous réunit ce soir. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Je n'ai pas regardé le temps qui est passé, mais 10 minutes, ça va. Je vais passer maintenant la parole à Prisca Thévenot pour lancer ce débat, en espérant peut-être que vous pourrez nous en dire un tout petit peu plus sur les suites politiques qui pourraient être données à ce dossier, puisque vous êtes, sinon une proche du président, en tout cas dans sa majorité. Merci beaucoup. Alors effectivement, je suis Prisca Thévenot, je suis députée des Hauts-de-Seine, conseillère régionale d'Île-de-France et je siège au sein de la commission des affaires sociales. Donc vraisemblablement, s'il y a une suite à donner à ce sujet de la fin de vie, ce texte arriverait dans ma commission. Et il y a quelque chose auquel je suis très attachée depuis le début de mon engagement politique, c'est de faire en sorte de ne pas légiférer, de ne pas avoir de position politique uniquement au regard de ma vie personnelle ou de mes propres sujets d'affection, puisqu'on légifère, bien évidemment, ça va mieux en le disant, mais pour tout le monde et surtout pour celles et ceux qui arriveront après nous. De façon très claire, et on en avait échangé un peu avant, et par exemple, je peux le dire avec Madame Trébuchet, parce que c'est pas la première fois que nous sommes sur des tables rondes ensemble, je n'ai pas de position arrêtée. Je n'ai pas de position arrêtée et je n'ai absolument pas honte de le dire. Je suis dans une démarche de cheminement, je suis dans une démarche de questionnement, et j'estime qu'aujourd'hui, si je devais voter là tout à l'heure en rentrant dans l'hémicycle sur une extension, sur peut-être un recul de la loi Claes-Leonetti ou peu importe, je ne saurais pas comment me positionner. Et donc j'estime que nous avons aussi ce devoir en tant que législateurs, en tant que parlementaires, d'accepter ce questionnement que nous devons avoir avec vous.
Donc ce n'est pas la première table ronde à laquelle je participe, ça ne sera sûrement pas la deuxième. J'estime que nous devons continuer à avancer sur cela et à pouvoir tout mettre sur la table et ne pas avoir de tabou. C'est surtout ça l'enjeu. Et là, la démarche du président de la République, alors en campagne en 2022, était bien celle-là. En disant qu'il y a un sujet qui est dans la société, qui n'est pas nouveau, qui est là depuis longtemps, et la chronologie que vous venez de faire et d'énumérer montre bien que ce sujet est là dans la société, mais son enjeu est d'ouvrir le débat, et de permettre au débat de se faire, et de ne pas arriver avec les conclusions d'abord, pour dire ensuite ouvrons le débat. Pardon, mais ça serait un tout petit peu hypocrite. Donc l'enjeu, et vous allez très vite comprendre, c'est que pourquoi je me trouve aussi ici avec vous, c'est parce qu'avant de savoir où on veut aller, où on doit aller, mais il faut savoir d'où on vient. C'est la raison pour laquelle, et j'en parlais cet après-midi avec mes collègues, notamment, il n'y a pas que M. Leonetti, mais il y a d'autres collègues parlementaires qui sont au sein de cette mission d'évaluation dont vous avez très justement parlé, qui sont en train d'évaluer la loi existante. Regardons déjà où nous en sommes aujourd'hui. Il y a un certain nombre de dispositifs que vous avez extrêmement bien rappelés, qui sont effectivement les soins palliatifs, dont on peut continuer à parler, dont on peut aujourd'hui voir s'ils sont effectivement disponibles, présents, comme il se doit sur tous les territoires de notre nation. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce n'est pas le cas? Pourquoi? Doit-on aller plus loin? Doit-on nous réinterroger sur les moyens alloués à ces dispositifs palliatifs? Il y a aussi le sujet des directives anticipées avec la personne de confiance. Ce sont des choses dont on parle comme ça, mais peu de personnes le savent en réalité. Il y a une méconnaissance des enjeux, voire une peur, puisque quand on ne connaît pas, on se dit qu'on sera pris au piège forcément dans des directives anticipées si à un moment on venait à changer d'avis. Et puis, effectivement, il y a le sujet de la sédation profonde et continue. Mais là, vous m'arrêtez si je me trompe, mais ça, c'est vraiment quand on sait qu'on est vraiment sur le chemin en finale. Vraiment à quelques jours, et on sait que c'est terminé. De façon très claire, mon cheminement se positionne sur... je suis à la croisée des chemins, si je peux dire. À titre personnel, j'ai été élevée dans la foi. Effectivement, vous avez retracé un peu mon parcours. Et si je m'arrêtais là, je pourrais vous dire très rapidement que ma position est très claire, c'est que je ne veux pas aller plus loin. En revanche, la vie étant ce qu'elle est, à titre personnel aussi, il y a quelques années maintenant, j'ai aussi beaucoup fréquenté des services oncologiques. Alors, pas Curie, mais Roussy. Et j'ai aussi, du coup, beaucoup été dans les couloirs, vu ce que c'était. Et ça m'a interrogée. Non pas sur une position arrêtée, mais ça m'a interrogée. Le reste de mon cheminement, c'est aussi, j'ai côtoyé aussi des personnes atteintes de la maladie de Charcot. Et là encore, ça m'a interrogée. Non pas les patients en tant que tels, mais plutôt la famille et les proches aidants. Donc je vous partage un peu comme ça. C'est, je pense, un peu déceptif parce qu'en tant que législateur aujourd'hui devant vous, je ne vous dirai pas que je voterai pour ou contre un élargissement de la loi, ou pour ou contre un rétrécissement de la loi. Mais je vous fais part de mon cheminement et j'espère qu'on pourra avancer ensemble sur ce questionnement qui, je le dis de façon très claire, ne va pas s'arrêter ce soir, va continuer. Mais je pense que nous devons, en âme et conscience, continuer à avancer sur cela et ne surtout pas nous précipiter. Parce que, je conclurai peut-être sur ça, sur ma prise de parole, si décidément je vais beaucoup parler de moi, si je me suis engagée, c'est aussi et surtout pour mes deux garçons. Et j'estime que j'ai cette responsabilité vis-à-vis de mes aînés, vis-à-vis de moi-même et de mon entourage, mais aussi vis-à-vis de ce que je vais laisser derrière moi. Et cette importance, on doit tous la mesurer ici. Et aujourd'hui, peut-être à vouloir aller trop vite, on risque de trébucher en tant que nation. Donc moi, je voulais à nouveau vous remercier pour ces temps d'échange qui sont extrêmement précieux, qui permettent de façon très tranquille de pouvoir tout mettre sur la table, de pouvoir tout se dire, et de pouvoir en responsabilité, en tout cas c'est ce que j'estime faire aujourd'hui, se dire que pour le moment, je ne sais pas. Mais si le moment doit arriver où je dois me prononcer, je veux pouvoir me prononcer en responsabilité. Donc je vous remercie pour ce temps et puis j'espère que j'arriverai à continuer à mettre des cailloux sur mon cheminement de pensée. Merci beaucoup. On va passer la parole au docteur Alexis Burnot. Essayez peut-être de nous expliquer un peu ce qu'est cette médecine palliative dont on parle tant. Une médecine qui ne soigne plus,
mais qui prend soin. Bien, merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Merci, madame. Eh bien, je propose de démarrer un peu d'où on vient. D'habitude, je parle sans notes, mais quand on m'a dit 8 minutes max, du coup, j'ai pris des notes. Donc, vous dire que les soins palliatifs se sont construits il y a une quarantaine d'années, à une époque où la médecine est en plein essor. Elle est grandissante, elle fascine par des prouesses visibles, de la réanimation, de la chirurgie, de la transplantation d'organes. Alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une discipline de la médecine palliative à ce moment-là ? Tout simplement parce que les apprentis sorciers que nous sommes avons un peu de mal à nous donner les limites, avons un peu de mal à penser le soin et avons un peu de mal à accepter la finitude de notre espèce. Et donc certaines personnes en phase avancée de grandes maladies ou qui sont en fin de vie font l'objet parfois de mauvais traitements et d'abandon. On pratique l'acharnement thérapeutique, on euthanasie par des cocktails lithiques, en particulier quand les familles sont parties. On est plutôt incompétent à soulager beaucoup de douleurs. On n'entre plus dans la chambre de certains mourants, tout simplement parce qu'on ne sait pas quoi y faire et comment être. Donc la médecine palliative est née de la volonté d'hommes et femmes à construire une discipline du soin pour ces personnes, en tâchant d'honorer leur dignité entre deux murs assez infranchissables que sont l'obstination thérapeutique déraisonnable et le faire mourir. Ces deux murs infranchissables que la législation aujourd'hui a continué à accompagner. Pour nous, c'est deux facettes d'une même attitude, d'une certaine toute-puissance médicale et peut-être parfois d'une certaine incompétence. Il s'agit donc d'accompagner la personne malade et ses proches aidants pour que le temps qui reste puisse avoir de la valeur, du sens et puisse être précieux. Cela implique beaucoup de choses. Cela implique collégialité, il n'est pas question d'être tout seul, pluridisciplinarité pour une prise en charge globale, car la médecine palliative est un sport d'équipe, compétence médicale pour rechercher sans cesse pour toujours soigner mieux, au plus juste, au plus raisonnable, et en vérité, en accord avec les souhaits et expressions de la personne malade. C'est une philosophie qui accepte la finitude de l'autre et qui dit « tu comptes pour nous, on ne t'abandonnera pas, on sera là ». C'est une médecine qui reconnaît chaque situation comme unique. C'est un travail d'orfèvre. L'objectif le plus fréquent est d'aider à maintenir la qualité de vie et l'autonomie le plus longtemps possible. Nous avons en particulier une exigence de soulagement des douleurs qui nécessite des compétences d'experts, l'éducation au maniement des antalgiques, l'aide à la logistique du quotidien et une disponibilité en cas de besoin. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que ces soins palliatifs ne sont pas limités à la seule fin de vie. Bien sûr, ils sont nés pour ce moment de la fin de vie, mais aujourd'hui, plus que jamais, ils sont utiles aux différentes étapes d'un parcours de soins, parfois chaotique, pouvant nécessiter un accompagnement ajusté. À l'Institut Curie où je travaille, nous prenons en charge des patients dès que c'est nécessaire, en particulier quand ils ont une rechute métastatique, quand ils ont des douleurs qui ne sont pas bien contrôlées, quand ils ont une prise en charge globale qui est nécessaire, quand ils ont une situation psychique ou une logistique qui ne va pas. Et donc on a des patients que l'on suit pendant des mois, parfois des années, parfois peu de temps, mais il n'y a pas de moment. Le moment, c'est le juste moment quand on en a besoin, et donc en collaboration avec les oncologues. C'est donc aussi le bon moment quand il y a, par exemple, une baisse d'autonomie chez des patients qui ont une maladie neurologique pour pouvoir réorganiser leur logistique. Je le dis non pas par connaissance, puisqu'à l'Institut Curie, je ne soigne que des patients atteints de cancer, mais c'est ce que me disent mes collègues. Donc ces soins palliatifs, ce n'est pas que les soins de la fin de vie. Et ces soins palliatifs, ce n'est pas non plus réservé aux professionnels des soins palliatifs. Et ça nous est réservé à tous. Nous sommes tous concernés par ces soins dits palliatifs. Parce que vous imaginez bien que pour garder de la qualité de vie et de l'autonomie quand on est gravement malade, quand on est handicapé, quand on est âgé, quand on est dépendant, quand on est vulnérable et qu'on est à la maison, eh bien le quotidien, il est possible que si l'on a une famille, des proches, des voisins, un kiné, des gens qui viennent nous aider, des gens qui viennent nous témoigner d'une sollicitude, une politique de la ville qui fait que se balader dans la rue, monter dans un bus et pouvoir accéder à des transports, ce n'est pas l'enfer. Et donc, nous, professionnels, nous avons besoin de faire équipe avec tout ce monde-là. Vous le savez, il y a des visites, des attentions, des mots qui réconfortent et qui soulagent, parfois plus que des médicaments, d'autres mots qui peuvent tuer. Et les choix politiques en matière d'urbanisme facilitent l'accès, aident
les patients à ne pas rester isolés ou au contraire les enferment. Nous soignants en soins palliatifs, nous ne sommes pas des magiciens. Nous ne sommes pas capables de rajeunir les gens. Nous ne sommes pas capables d'offrir une famille aimante à celui qui n'a pas de famille ou qui est en conflit avec elle. Et donc nous avons besoin de faire équipe avec tout le monde et en particulier avec tous ces aidants qui sont des milliers en France et qui ont besoin d'être soutenus. La plupart des patients que nous accompagnons finissent leur vie avec apaisement, sans besoin de grande médicalisation, à domicile ou en institution. Et les équipes de ville sont très aidantes pour cela, entre autres. Il est parfois très facile de soulager des douleurs pourtant présentes depuis longtemps. Et nous n'arrivons pas toujours à éradiquer cette douleur, mais souvent à la rendre plus acceptable, à la rendre plus tolérable, pour permettre de penser des projets de vie et de transmettre. On nous témoigne d'ailleurs régulièrement que ce temps passé, qui semblait inutile, qu'on a envie de faire disparaître, eh bien finalement était assez précieux, avait de la valeur et trouve sens pour la personne qui reste dans son cheminement de l'après-décès de la personne qu'il aime. Aussi pour nous, la perspective d'une légalisation de l'euthanasie en France vient nous frapper dans l'ADN de notre éthique de soins, parce qu'elle est tellement en opposition à notre histoire et à ce dont nous sommes témoins au quotidien. Nous recevons, il est vrai, parfois des patients avec une telle demande d'en finir, et il faut les entendre. Et le temps passé avec eux, en décortiquant leur histoire de parcours de soins, parfois très chaotique, et on comprend ô combien ils peuvent avoir envie de mourir vite, et je suis les premiers à les comprendre, mais on passe du temps avec eux, et ce que nous pouvons faire ensemble, on leur explique en décortiquant leur histoire, et s'ils peuvent encore faire confiance, nous montrons notre disponibilité dans l'immense majorité des cas. Ils arrivent à être satisfaits et à vouloir continuer la route. Nous tricotons avec eux un projet de soins sur mesure. Ils savent qu'en cas de souffrance réfractaire en fin de vie, on pourra toujours les endormir, ce que nous avons rarement besoin de faire, mais qui est possible, c'est la sédation profonde et continue dont vous avez parlé tout à l'heure. Certains actuellement s'expriment sur une volonté ou conviction ancrée depuis longtemps d'une fin de vie programmée. Ils ont le plus souvent été témoins de fins de vie inadmissibles. Il faut les entendre. C'est parce qu'ils ne craignent pas de mourir, mais parce qu'ils craignent de vivre affaiblis ou dépendants, ne voyant pas qui pourrait les soutenir avec solidarité. Ils entendent que la société n'est pas si solidaire que ça. Ils s'inquiètent de leurs proches ou de leur famille, pas solidaires que ça. Ils s'inquiètent d'entendre un hôpital en crise. Il faut les entendre. Les plus militants dans le domaine sont en général bien portants. Ils sont dans un souci de maîtrise de leur vie, ne souhaitent pas être un poids pour leurs proches, ni vivre la fragilité. Nous pensons qu'il est de notre devoir de maintenir grandes ouvertes les portes du soin et de l'accompagnement et de sans cesse rechercher une voie possible d'apaisement. Nous pensons que les soignants doivent toujours être les gardiens du soin, mais affichant leurs limites, celle de résister à la tentation du faire mourir, par respect pour la personne malade, mais aussi par respect pour eux-mêmes. Nous pensons même que rester solide dans nos valeurs et alignement avec cette éthique du soin contribue à rassurer et à faire confiance. Bien sûr, si la société décide qu'une personne qui souhaite mourir doit être aidée dans son suicide, nous pensons que la question n'est alors pas forcément d'ordre médical, mais plutôt sociétal, et que les soignants n'ont pas à être aux premières loges de la responsabilité d'un acte qui leur est contre nature. Faire mourir doit rester une transgression, sinon le risque est de confier un pouvoir démesuré aux médecins et se retrouver à nouveau avec une médecine toute puissante, sans limite et incontrôlable. Nous observons régulièrement des demandes contradictoires liées à l'ambivalence humaine de celui qui souhaite mourir un jour et par les projets le lendemain. Mais il y a aussi des vraies demandes d'en finir qui nous paraissent au moins aussi interpellantes que les demandes d'aide et de soulagement. Nous savons que l'euthanasie n'est pas un soin. 13 fédérations de soignants regroupant plus de 800 000 personnes, dont 700 000 infirmières, viennent de se regrouper récemment pour le dire haut et fort. En plus de ne pas vouloir connaître l'expérience de faire délibérément mourir une personne humaine, à sa demande, sur rendez-vous, nous ne voulons pas être instrumentalisés comme les bras armés de la promotion du suicide en venant donner une pseudo-caution à une telle demande. Nous avons été éduqués à la prévention du suicide. Nous serions rendus à en être acteurs. Nous savons que chaque personne est une exception. Alors comment penser une exception d'euthanasie? Comment placer le curseur qui dirait à quelqu'un que sa mort à lui n'est pas exceptionnelle?
100% des pays ayant légalisé une forme d'exception d'euthanasie ont sans cesse ouvert les conditions de cet accès devenu incontrôlable. Nous n'apprécions pas non plus la méthode qui consiste à brouiller et camoufler la réalité d'un tel geste que des mots ou expressions destinés à enjoliver la mort administrée et l'encourager par des mots tels que mort dans la dignité, ultime liberté, éteindre la lumière, droit qui n'enlève rien aux autres, un choix possible, un geste en complément des soins palliatifs, un ultime soin palliatif. Nous savons que pour les personnes habitant l'un des 26 départements dépourvus d'unités de soins palliatifs, il n'y aura pas de choix, mais bien la mort programmée par défaut d'accès aux soins. Notre pays a voté l'accès pour tous aux soins palliatifs en 1999, vous l'avez dit tout à l'heure, mais près de 25 ans plus tard, il n'est pas en capacité de les proposer à 2 tiers des Français qui en auraient besoin. Il faut parfois 2 mois pour obtenir une consultation dans un centre spécialisé de la douleur, et là je viens de voir qu'il faudrait recevoir prioritairement en 4 jours celui qui demande à être euthanasié pour faire le geste. Dans mon hôpital, de nombreux adultes et enfants se battent contre la maladie cancer. Nous les observons parfois devant des programmes télévisés, surtout en ce moment, où l'on fait la promotion de l'euthanasie et du suicide pour toute personne vulnérable, malade ou handicapée qui le souhaiterait, au nom d'une compassion et d'une sauvegarde de la dignité. Nous sommes parfois assez choqués. Ce débat polarisé sur le faire mourir nous semble une forme d'arnaque, car il va obliger chacun à envisager son suicide et pousser vers la sortie dès le début d'une dépendance. En même temps, il a permis de parler d'un sujet tant tabou, d'échanger sur notre finitude comme jamais. Nous pouvons décider à cette occasion de penser collectivement le soin à l'autre. Penser la fin de vie ou la mort collectivement est un vrai sujet de société et l'occasion d'exprimer ce que nous souhaitons ensemble comme politique de soins, de santé et de solidarité. Derrière chaque demande, il y a une personne humaine avec une histoire singulière à entendre et à comprendre. Il nous semble que le développement massif des soins palliatifs, la sensibilisation de chacun à une meilleure solidarité envers la personne vulnérable, l'accompagnement des aidants, l'exigence de formation des professionnels au soulagement des douleurs et à la culture palliative, l'accompagnement personnalisé parfois dès le diagnostic des personnes atteintes de maladies neurodégénératives lourdes devrait être un prérequis à toute forme de légalisation de faire mourir. Ce projet est ambitieux, mais montrerait notre démocratie en continuité avec une législation qui, comme aucun autre pays, a autant réfléchi à cette question. C'est aussi une voie qui permet l'attractivité de nouveaux professionnels qui ont besoin de trouver sens dans ce qu'ils font pour exercer cet art unique pour chacun en honorant la dignité de celui ou celle dont ils prennent soin et qui est encore prêt à leur donner leur confiance. Je vous remercie. Merci, docteur. Je signale que le texte que vous avez eu la gentillesse de préparer sera disponible. On trouvera le moyen de vous le fournir si vous le souhaitez. Vous avez un peu dépassé les 6-7 minutes qu'on vous avait réservées. J'espère que ça ne va pas trop prendre sur... Vous avez évoqué, docteur Burneau, la question de la législation à l'étranger. Et j'ai retenu cette phrase. Lorsqu'on entrouvre la porte, c'est souvent de manière incontrôlable. C'est ce dont va nous parler Marie-Caroline Areto, qui va mettre l'accent sur ce qu'on appelle le système belge et le système canadien. Vous nous rappellerez qu'ils ont les dates de cette ouverture et la manière dont finalement vous parlez un peu de pente glissante. Vous allez nous expliquer un petit peu comment ça se passe dans ces pays. Merci beaucoup. En effet, le phénomène de pente glissante indique donc le mécanisme qui consisterait finalement à adopter la politique des petits pas, c'est-à-dire que finalement déjà l'essentiel c'est de lever la barrière, de lever l'interdit, et puis au fur et à mesure finalement le champ d'application des dispositions légales sera de plus en plus élargi, tant en ce qui concerne les situations individuelles qui seront concernées par la possibilité de recourir à ces méthodes de fin de vie, soit bien entendu aux personnes qui sont capables aussi d'accompagner plus ou moins
impliquer de façon plus ou moins importante ces personnes en fin de vie. Alors, je ne vais pas déroger à l'usage chez les juristes qui est de réfléchir un petit peu sur le plan conceptuel déjà pour distinguer le suicide assisté de l'euthanasie. En effet, il me semble que désormais, le débat, quand bien même on parle d'aide active à mourir, par exemple sous la plume du CCNE, ou d'aide médicale à mourir au Canada francophone, on voit bien qu'il y a quand même une distinction entre le suicide assisté et l'euthanasie. Alors, il y a aussi des points communs, je vais peut-être commencer par là. Bien sûr, la finalité, c'est de provoquer la mort. Alors, précisément, ce qui est intéressant, c'est de voir l'atténuation que l'on veut mettre sur le suicide en parlant de mort douce, alors que le suicide est un événement éminemment violent. Alors que l'euthanasie, précisément, est le fait de délivrer la mort, de faire mourir. Du point de vue du patient, l'euthanasie ou le suicide assisté, il n'y a pas vraiment de différence dans le sens où il y a quand même la volonté émise de vouloir mourir, Et ensuite, ça va être dans la réalisation que les choses vont se différencier parce que, précisément, le patient qui sera euthanasié n'aura pas grand-chose à faire à part manifester justement sa volonté, alors que le patient qui demandera le suicide assisté devra lui-même appuyer sur le mécanisme qui déclenchera justement l'injection létale, par exemple. Du point de vue du corps médical, donc, il y a aussi cette distinction, puisqu'il y a vraiment finalement une gradation dans le sens où dans l'hypothèse du suicide assisté, il s'agit juste de mettre à disposition une substance létale et à charge pour la personne d'actionner le mécanisme, alors que l'euthanasie consiste à administrer réellement la mort. Alors, précisément, je voulais présenter des éléments relatifs à la Belgique qui a dépénalisé donc l'euthanasie, parce que la Belgique se situe dans une perspective de droit pénal, c'est-à-dire que vraiment, le raisonnement, c'est toujours la perspective de pouvoir pénaliser éventuellement les comportements qui ne seraient pas dans les clous de la loi. Au Québec, pour le coup, c'est plutôt le choix du suicide assisté qui a été fait. C'est-à-dire un soin qui consiste en l'administration de médicaments ou de substances à une personne, donc en fin de vie, nous dit-on, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès. Alors, la dépénalisation de l'euthanasie en Belgique remonte à la loi du 28 mai 2002, qui a été modifiée une première fois donc, pour intégrer justement la participation aux pharmaciens pour la délivrance d'une substance létale. Et puis, l'amendement majeur de la loi belge, ça a été le 28 février 2014, puisque l'euthanasie a été alors ouverte aux mineurs. Concernant le Canada, il y a eu déjà une première loi le 5 juin 2014 au Québec, qui était propre au Québec, qui concernait donc proprement la mesure d'euthanasie. Et la question qui s'est posée, là encore, c'était dans une perspective de droit pénal, puisque la question qui se posait en droit canadien était de savoir si la pénalisation du suicide assisté était ou non conforme à la Constitution. Et c'est ce que a tranché la Cour suprême du Canada le 6 février 2015 dans une affaire donc Carter contre Canada, qui a reconnu que la pénalisation du suicide assisté était inconstitutionnelle puisqu'elle empêchait les médecins de d'aider à mourir quand la personne émettait donc son consentement à cela. Donc une loi a été adoptée à l'échelle du Canada, la loi C14, le 17 juin 2016, sur l'aide médicale à mourir, donc en anglais Medical Assistance in Dying Act. Et précisément, la loi prévoyait que toute personne pouvant démontrer que sa mort était raisonnablement prévisible était donc éligible à cette procédure. Cependant, en septembre 2019, la Cour suprême du Québec, dans le jugement Truchon, a estimé que cette condition, donc de la mort raisonnablement prévisible, était inconstitutionnelle.
Donc cela a engendré un changement de loi au niveau fédéral, la loi C7 donc de mars 2021, qui donc a supprimé cette condition de mort raisonnablement prévisible, ce qui a permis finalement l'ouverture du suicide assisté aux personnes souffrant de handicap ou de douleurs débilitantes. Donc là, ici, on rejoint finalement dans le mécanisme un phénomène qui était déjà prévu par la loi belge, c'est-à-dire que la loi belge distinguait les actes dans lesquels justement il y avait à brève échéance la mort qui était susceptible d'intervenir, alors que justement au départ le Canada faisait la distinction. Et finalement, ce que l'on voit, c'est donc cet approfondissement, cet élargissement du champ d'application de la loi et qui est nourri, si je puis dire, par les différents avis, rapports qui sont rendus par différentes instances. Donc je peux mentionner par exemple un avis du Collège des médecins du Québec du 10 décembre 2021 qui se prononçait donc pour l'ouverture de l'aide médicale à mourir aux personnes atteintes d'un trouble de santé mentale. Donc tout ce qui est maladie d'Alzheimer, de Parkinson, ainsi que les troubles neurocognitifs. Alors bien sûr, il fallait que ces personnes-là envisagent, la procédure qui était pensée, c'était que ces personnes puissent, par directive anticipée, donner leur consentement afin justement de contourner ce problème du consentement. Le Collège des médecins du Québec allait même plus loin en disant qu'il fallait aussi ouvrir l'AMM donc aux enfants, alors que ce soit les bébés de moins d'1 an qui étaient victimes de souffrances extrêmes, affectés par des malformations sévères ou des syndromes symptomatiques graves, qui annihilaient donc toute perspective de survie. Et puis une autre catégorie de mineurs, les mineurs dits matures, c'est-à-dire entre 14 et 17 ans, qui consentent conjointement avec l'autorité parentale. De la même manière, une commission parlementaire, donc le comité mixte spécial, a rendu un rapport le 17 février 2023 qui préconise donc 23 recommandations pour faire évoluer le régime canadien, notamment donc ouvrir toujours aux mineurs matures l'aide médicale à mourir. Ici, en prévoyant non pas un consentement parental, mais seulement une consultation parentale. Et bien entendu, l'élargissement était aussi pensé aux personnes atteintes de troubles mentaux, mesure qui finalement ne sera pas étudiée en mars 2023, on arrive à la fin du mois de mars, mais qui sera repoussée d'1 an grâce au ministre de la Justice donc, qui a fait voter cette mesure au Parlement. Et bien entendu, ce rapport de février dernier de la commission parlementaire envisage quand même le développement de l'accès aux soins palliatifs, d'augmenter le soutien financier aux personnes handicapées, mais bien entendu, ici, rien n'est dit sur comment en fait mobiliser des moyens, notamment en termes de finances publiques, pour permettre cela. Et donc, la commission parlementaire renvoie un groupe d'experts chargés d'étudier et faire un rapport sur les besoins des personnes handicapées en ce qui concerne donc l'aide médicale à mourir. Alors, ce rapport a tout de même a jeté un trouble dans l'opinion publique canadienne parce que, précisément, les experts qui avaient été auditionnés en vue d'élaborer ce rapport ont publié une tribune pour dénoncer le manque de rigueur dans l'élaboration du rapport, en estimant qu'il avait mal interprété, mal représenté, minimisé et n'avait pas tenu compte de la réalité, justement, de la pratique. Alors, s'agissant justement de cette réalité de la pratique, il faut noter quand même que les premières associations qui sont vent debout justement contre l'euthanasie au Canada, ce sont les associations d'handicapés. Parce que, bien entendu, ici, on voit bien, surtout dans un pays anglo-saxon, avec une forte dimension économique, dira-t-on, de prise en compte justement de la vie. Et précisément, eh bien, dans certains cas, on estime que la vie, en fait, est trop difficile à prendre en charge, à supporter par justement la solidarité, et que, au lieu de grever les finances publiques de ce poids, eh bien, finalement, l'aide médicale à mourir est une bonne option.
Et j'aimerais justement attirer l'attention du législateur sur le fait que, d'une part, alors en effet, comme cela a été dit, il y a un problème de mise en œuvre de la loi, notamment de l'accès aux soins palliatifs, puisque c'est une loi qui date de 1999. Donc peut-être qu'avant de voter de nouvelles lois, il faudrait se concentrer sur l'application des lois existantes. Et puis, bien entendu, il y a aussi une dimension qui sur l'aspect économique, et en tout cas, le droit, je le rappelle, c'est la norme générale et abstraite, c'est-à-dire que c'est une norme qui, c'est quelque chose, un comportement qui va devenir justement normatif. Normatif dans le sens où ça pourra être une option comme une autre dans la vie des personnes qui, justement, seront peut-être fragiles à un moment et pourront s'orienter vers ce choix. Et surtout, c'est normatif dans le sens où ça va s'imposer vraiment, véritablement, comme une alternative. Et c'est ce que l'on voit justement au Canada, où on dit justement à des personnes qui ont une maladie au long cours, chronique, on n'a pas vraiment des moyens pour vous prendre en charge. Donc, soit vous décidez de prendre l'aide médicale à mourir, soit on vous fait payer la journée d'hôpital à $1 800. Bon. Forcément, ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens de payer ce genre de frais. Alors, un petit peu de recul encore sur la situation en Europe, parce que j'aimerais en dire un mot, et après je me tairai. La Cour européenne des droits de l'homme vient justement de se prononcer sur la loi belge. Et en effet, le 4 octobre dernier, donc, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Belgique pour violation du droit à la vie. Alors, la difficulté ici, c'est que ce qu'a condamné la Cour européenne des droits de l'homme, c'est précisément ce que l'on appelle le contrôle a posteriori dans la loi belge, c'est-à-dire le fait de faire remonter justement à une commission instituée au niveau fédéral. Et cette commission, donc, est chargée de compiler donc, tous les cas d'euthanasie dans le pays. Et la Cour européenne a estimé que cette commission fédérale donc, de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, eh bien, il y avait des problèmes d'indépendance, finalement, dans cette commission, puisque, en l'occurrence, le cas qui a donné lieu à la saisine de la Cour européenne, donc le cas de Madame Mortier, qui était en dépression depuis toute sa vie, enfin une quarantaine d'années, donc qui a décidé d'en finir, son médecin traitant a refusé de l'euthanasier, donc elle est allée voir un oncologue qui s'avère être un des promoteurs de l'euthanasie et qui siège dans cette commission. L'avis du deuxième médecin qui était requis justement parce que Madame Mortier n'était pas en phase, ne pouvait pas espérer une fin de vie à brève échéance, eh bien, c'est avéré aussi lié au médecin qui a euthanasié, puisqu'ils sont tous les deux membres de l'association qui promeut justement l'euthanasie en Belgique. Bref, tous ces éléments ont contribué précisément à faire en sorte que la Cour européenne des droits de l'homme estime qu'il y avait violation du droit à la vie par le contrôle a posteriori. Cependant, j'insiste, l'article 2, qui protège donc le droit à la vie de la Convention européenne, n'est interprété que en combinaison avec l'article 8. L'article 8 de la Convention qui prévoit le droit au respect de la vie privée et familiale et surtout qui est le lieu, le fondement par lequel la Cour européenne défend l'autonomie individuelle. Et là, on rejoint la question de la dignité parce qu'on entendait la nécessité d'ouvrir l'euthanasie justement au soutien de la dignité. Et précisément ici, il faut savoir que la dignité, désormais, ce que l'on entend par dignité, c'est la liberté. Et justement, une collègue me disait, maintenant, la DMD ne parle plus de dignité, mais parle de liberté. Et justement, c'est ça le changement ici. C'est-à-dire que la dignité n'est plus vue comme un moyen, finalement, qui limite, une limite objective, une limite qui transcende toute la société, qui dépasse les individualités, les subjectivités. La dignité est vue comme le moyen de déterminé. Et finalement, ici, on a tout un renversement des valeurs. Alors, je ne suis pas sûre que la Belgique ait bien entendu justement la condamnation de la Cour européenne parce que le 20 octobre 2022, la Cour constitutionnelle a aussi sanctionné le législateur belge parce qu'il la Cour a estimé que toutes les conditions prévues par le législateur sont envisagées, si vous voulez, sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des conditions plus importantes que d'autres, il n'y a pas de distinction entre conditions matérielles et conditions procédurales. Et précisément, la Cour constitutionnelle a dit, dans cette perspective-là, un médecin qui ne respecterait pas
une condition de mise en œuvre de l'euthanasie pourrait être poursuivi en justice pour empoisonnement. Et là, la Cour constitutionnelle a dit au législateur qu'il devait revoir sa copie parce que précisément, il y avait un problème de violation du principe d'égalité dans le sens où toutes les conditions ne pouvaient pas se valoir, quand bien même le législateur, lui, voulait justement montrer l'importance de toutes les conditions prévues pour l'euthanasie. Je vous remercie, j'ai été bien trop longue, pardon. Bon, merci beaucoup. Il y aura sans doute beaucoup de questions sur ces problèmes juridiques que vous avez soulevés, qui ne sont pas simples. Les cours constitutionnels sont souvent un peu des moteurs, enfin en tout cas des lieux où utilisés beaucoup par les associations pour promouvoir le droit à l'euthanasie. On l'a vu au Canada, on le voit en Italie. L'interprétation que vous faites de la décision de la Cour, on pourra peut-être aussi en discuter. On va donner tout de suite la parole à Madame Comollet. Moi, je suis très heureux de vous entendre. On va pas vous limiter, on prendra un peu sur le temps des questions, parce que comme journaliste, je le sais, on parle très très peu du rôle fondamental des accompagnants bénévoles dans les services de soins palliatifs. Vous êtes des présences discrètes, vous allez nous apporter ce témoignage de votre rôle auprès des patients. Comme journaliste à la Croix, je me promets un jour de mettre le projecteur sur ce rôle d'accompagnant bénévole qui est extrêmement important pour les patients. Ça, je l'ai constaté. Super, merci. Mais je serai dans les temps. Depuis plus de 15 ans, je me rends chaque vendredi dans une unité de soins palliatifs. En tant que bénévole, je suis avant tout membre d'une association dont la place et les missions ont été fixées par la loi de 1999. C'est la seule chose que je dirais sur la loi. C'est la preuve que les parlementaires ont dès le départ pensé que la fin de vie n'était pas que l'histoire des médecins, du monde médical, ni des familles concernées, mais que la société y avait sa place. Et c'est donc au nom de l'association, mais au nom de chacun d'entre vous, que je viens signifier à la personne que je vais rencontrer qu'elle fait partie du monde des vivants, qu'elle a du prix à nos yeux, et que sa fragilité, souvent si douloureuse pour elle, a du sens, et elle dit quelque chose de notre humanité commune, et nous oblige à un devoir de solidarité. Notre rôle en tant que bénévole, écouter. Écouter, écouter. Nous écoutons les malades, les proches et parfois les soignants. Être là pour accueillir ce qui a besoin de se dire, les colères, les incompréhensions, les souffrances, mais aussi les désirs, les envies, les joies. Nous partageons des moments de vie. Sans blouse de soignant ni geste à poser, nous poussons une porte et nous nous risquons à la rencontre. Quoi de moins naturel que d'entrer dans la chambre de quelqu'un que je ne connais pas, généralement allongé dans un lit, souvent peu vêtu et qui ne m'attend pas. Dans cet espace incertain qui nous sépare du lit du malade, nous avons quelques secondes pour tenter de deviner où est notre place. Et là commence mon questionnement. Comment savoir si cet homme que je vais rencontrer a envie de ma présence? Comment ne pas être intrusive, maladroite, indélicate? Comment trouver les mots justes pour accueillir cette famille qui vient et qui arrive de l'hôpital? Comment me faire proche de cette femme qui vient d'apprendre la mort de son mari et qui pleure dans le couloir? Toutes ces questions habitent mon bénévolat depuis bien longtemps et ne m'apportent aucune réponse. En revanche, je découvre au cœur de l'humanité. Le premier point qui me frappe, c'est la singularité de la personne humaine. Chaque malade, chaque famille a son parcours de soins, son parcours de vie et son histoire propre. Nous avons dans cette unité de lieux une diversité de situations qu'en tant que bénévoles, nous ne connaissons pas. Nous croisons des visages sans cesse différents qui nous confrontent souvent à nos limites. Face à l'agressivité, à la confusion, au corps abîmé, il s'agit de rejoindre l'autre là où il en est de son chemin de vie. Nous ne connaissons rien de lui, souvent pas même sa maladie. Il ne connaît rien de nous, seulement un prénom. Cet anonymat, unique et précieux, nous offre un espace de totale liberté. Nous sommes au cœur même de la relation. Entre nous, il y a une page blanche sur laquelle vont se poser des mots qui n'appartiendront qu'à nous. Parfois, les malades nous confient des pensées profondes sous le sceau du secret, nous parlent de leur mort à venir, des proches qu'ils vont quitter.
D'autres ont besoin de nous pour s'évader, parler de tout et de rien, mais surtout de rien, pour ne pouvoir oublier, être ailleurs, juste le temps de la rencontre. Les familles viennent souvent chercher chez nous un lieu où déverser un trop-plein de peur, de fatigue, de colère, de tristesse. Notre engagement de confidentialité leur offre un espace de sécurité dont ils s'emparent. Face à la maladie et à la proximité de la mort, l'être humain invente, compose, se découvre de ressources qu'il ne soupçonnait pas. Cette capacité d'adaptation, cette créativité, qui a permis aux hommes de traverser les siècles, les aide, me semble-t-il, à affronter leur fin de vie. Chaque rencontre que je fais me parle d'ambivalence. Être un homme libre, c'est avoir le droit de changer d'avis, de vouloir en finir un jour et d'espérer vivre le lendemain, de ressentir ses incapacités un jour et se sentir immortel et combattant le lendemain. Se battre et déposer les armes dans un même élan, peu importe la proximité de la mort, il s'agit de vivre. Au fond d'un lit, diminué par la maladie, fragile, l'être humain reste libre et nous le donne à voir. Et lorsqu'il n'y a plus de mots, il reste la présence. Nos accompagnements se font souvent en silence. Parce que le malade ne peut plus parler, ou que la fin de vie est toute proche, nous restons à ses côtés en silence. Ces moments sont pour moi particulièrement engageants et délicats. Jean-Yann disait « Le plus beau compliment que je puisse faire à une femme, c'est de lui dire que je suis aussi bien seule avec elle que si j'étais tout seul. » Tant il est vrai que le silence convoque l'intime et nous oblige à un dévoilement. Lorsque je suis en présence silencieuse auprès de cette femme dont je ne connais rien, dont la couleur de peau ne ressemble pas à la mienne, lorsque je suis face à cet homme sans abri, sauvage, blessé, dont le parcours de vie m'est totalement étranger, je prends conscience dans l'intimité de ce silence qui nous entoure que nous faisons partie de la même famille humaine. Singularité de la personne humaine, singularité du temps. Entre le temps de dehors et celui de l'unité, il y a un monde. Entre le temps du malade et celui de sa famille et même du bénévole, il y a un monde. Accompagner la fin de vie, c'est apprendre à se mettre dans le temps de l'autre. Comprendre que ce temps est celui de maintenant, sans avant ni après. Comprendre que le temps est relatif, fulgurant dans certaines chambres, éternel pour d'autres personnes. Ce temps qui nous échappe et qui fait son œuvre. Face à la diversité des situations, à la relativité du temps, nos accompagnements ouvrent des possibles. Les personnes s'en emparent selon leurs envies et leurs besoins. Ce que nous leur apportons reste le mystère de chacun. Nous donnons de l'attention, du temps. Nous portons un regard sur eux au-delà de la maladie. Nous offrons un espace de sécurité. Une autre forme de soin qui s'inscrit dans l'essence même des soins palliatifs. Regardez celui que nous accompagnons comme un être libre, capable et vivant jusqu'au bout. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je précise aussi, si vous en êtes d'accord, que ce texte sera disponible pour ceux qui souhaitent le recevoir. Peut-être sur votre blog, non? On pourra le lire? Non, vous le garderez. Mon blog, c'est juste des petites histoires. D'accord. Bon, alors peut-être que vous accepterez de nous le confier pour ceux qui le souhaiteront. Madame Trébuchet, c'est à vous. On est un peu en retard, mais vous allez prendre le temps qu'il faut pour développer votre pensée. Et puis, voilà, on réservera quand même un petit moment aux questions avec la salle après votre intervention. Merci. Je prendrai le temps qu'on m'a donné. Je vais essayer, d'autant plus que mes propos vont vraiment faire écho à un certain nombre de choses que vous avez entendues dans la bouche de ceux qui viennent de parler, que je remercie d'avoir parlé ainsi de la fin de vie et des personnes qu'ils accompagnent et qu'ils soignent. Quelques mots sur, finalement, c'est quoi l'éthique dans tout ça? Comment on réfléchit à ces questions-là? Donc, j'ai 5 points. Mon premier, c'est de rappeler que l'éthique, ça n'est pas le retrait dans l'intimité de ses convictions et ça n'est pas non plus l'imposition violente d'une position à l'autre qui ne pense pas comme moi. Donc, je rappelle une chose, et je l'ai déjà entendu chez Prisca Thévenot, que je remercie, l'axe de l'éthique, c'est celui du questionnement. Voilà, nous sommes en questionnement, et ce questionnement, il se fait au croisement des situations singulières dont vient de parler Véronique, et puis de la norme qu'a rappelée Marie-Caroline Areto, de la norme qu'il faut bien établir pour vivre ensemble. Et nous sommes guidés en cela par
les exigences de notre humanité commune. Ces mots ont déjà été prononcés, c'est-à-dire l'humanité qui nous convoque à la responsabilité partagée vis-à-vis des plus fragiles et des plus vulnérables. Et ce questionnement, il débute dans l'écoute. Il débute dans l'écoute de la réalité concrète. J'étais très intéressée d'entendre le médecin Alexis Burneau rappeler que d'abord, il écoute. Il écoute la souffrance, il écoute le cri, il écoute tout ce qui se dit au travers aussi de ses revendications aujourd'hui. Donc l'écoute de la réalité concrète, on ne lui tourne pas le dos, ça n'est pas la réalité rêvée sur laquelle on travaille. Et puis on cherche à l'éclairer pour en comprendre les enjeux et discerner ce qu'il convient de mettre en œuvre aujourd'hui. Je dirais en résumé que l'écoute, l'éthique, c'est n'être jamais en repos vis-à-vis de l'humanité vulnérable et souffrante. Alors du coup, mon deuxième point, c'est celui de la norme. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est là en ce moment? Eh bien parce qu'on remet en question la norme commune. On est sur le point de la réviser. Pourquoi? Parce que cette norme, donc la loi Claes-Leonetti, elle est questionnée parce qu'on l'a entendu, des souffrances et des abandons subsistent et que cela génère des peurs. Il faut relire le rapport du professeur Sicard en 2013. Voilà, cela génère des peurs de souffrir, des peurs d'être abandonnés, des peurs d'être dépendants. Et nous tous, vous comme moi, nous l'avons entendu chez nos proches ou nous l'avons vécu personnellement. Et ces peurs trouvent aujourd'hui un exutoire dans l'affirmation clamée par certains que la mort doit pouvoir résulter d'un choix libre, conscient, sans entrave. C'est donc au niveau de la norme que nous sommes convoqués aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là, mais tout ça, ça résonne avec la singularité de nos situations et puis ça résonne avec la conception qu'on a de l'humanité. Avec la singularité de chacun, voilà, quelles seront les incidences de la loi sur chacun? Au nom d'une liberté revendiquée comme un droit, comment les plus fragiles seront-ils pris en compte, accompagnés, protégés? Nous lisons dans certaines publications que, je cite, « la dépénalisation du suicide assisté n'impose rien à personne ». Ça n'est pas vrai. Je peux questionner cette affirmation qui me semble énoncée en surplomb de la réalité. Transformer la liberté en droit introduit de fait cette possibilité auprès de tous et modifie notre vivre ensemble. Notre vivre ensemble, de fait, sera modifié par la modification de la loi. Et ceux qui en souffriront, les exemples sont nombreux à l'étranger, seront les plus fragiles, sur lesquels la pression s'exercera, sur lesquels la pression s'exerce déjà. J'ennuie mes enfants. Ils ont autre chose à faire que de venir me voir. Je coûte cher à la société. Voilà. Et demain, j'aurai un guichet euthanasie dans mon EHPAD ou mon établissement de soins. Et que disons-nous de l'humain au travers de ces propositions qui consistent à faciliter le suicide ou le fait de procurer la mort ou de tuer? Est-ce que nous lui signifions qu'en définitive, son existence ne regarde que lui? C'est ce qui est revendiqué, la liberté de l'individu. Fabriquons-nous une humanité d'individus juxtaposés, faite de libertés juxtaposées, qui feront passer au second plan, finalement, ce que l'autre exige de moi, comme attention et comme soutien. Mon troisième point, ça a déjà été dit, c'est le fait que la mort ayant disparu de notre quotidien de manière insidieuse, elle se rappelle à nous avec d'autant plus de violence. Et rappelons-nous tout ce que nous avons traversé dans la période de Covid. Elle se rappelle à nous avec d'autant plus de violence parce qu'on a pensé la vaincre, précisément. Or, bien sûr qu'elle demeure violente, la mort. Bien sûr que c'est difficile. Bien sûr que de se confronter à la finitude, c'est violent. Et le médecin et le bénévole pourraient en témoigner encore davantage. Et donc, j'arrive à mon quatrième point, eh bien la réaction, c'est celle d'être en faveur d'un droit à, je reprends les termes, l'aide active à mourir. Je suis dans l'écoute encore de ce qui se dit là. J'entends deux choses. D'abord, j'entends le mot « aide ». Et je me dis, tiens, le besoin de l'autre est là, alors même que les personnes expriment un droit à une revendication individuelle. Mais il y a quand même cette notion d'aide. Donc, comment est-ce qu'on écoute cette quête d'aide qui se manifeste de manière très paradoxale
face à la résistance à la violence de la mort qui se manifeste par le fait de vouloir dominer la mort. Mon 5e point, c'est donc de dire, face à tout cela, la démarche éthique, ça consiste à écouter cela, à prendre le temps pour ne pas céder trop vite aux exigences des droits individuels. On l'a entendu avec les députés. On espère qu'ils vont prendre le temps de cette prudence et à envisager les voies d'un meilleur engagement solidaire en faveur des souffrants et des malades, car si je ne me trompe pas, le but de la loi, c'est la protection des plus faibles et des plus fragiles. Donc laissons-nous questionner. Laissons-nous questionner à la fois par cette quête d'aide profondément humaine et à la fois par cette peur de la mort, cette résistance à la violence de la mort, qui en fait exprime une résistance ultime à la finitude. En usant de prudence, voilà. La prudence, vous savez, ça vise à rendre le moyen que nous prenons adéquat à la fin que nous visons. Voilà. Comment rendre les moyens que nous prenons adéquats à la fin que nous visons? Si nous visons le bien vivre ensemble, le moyen de la mort est-il le bon? Voilà, il faut se poser les questions dans ce sens-là. À la quête d'aide, j'ai 2 minutes? À la quête d'aide correspond l'exigence de soutien et de soins, choix de santé publique, formation, éducation, changement de de notre rapport au vivant. Quels sont les choix politiques aujourd'hui qui expriment ces options fondamentales en faveur de l'humain dans son environnement? On l'a dit plusieurs fois, la question de la fin de vie est une question sociale. Ou comment mettre en place cela? Elle est sociale, politique, économique. Et puis, il y a le second aspect, celui de la réaction face à la violence de la perte, à la violence de la dépendance, à la violence de la souffrance et de la mort. Est-ce que la réponse est une aide à se tuer? Cette question engage non seulement les soignants, mais nous tous, de façon solidaire. On l'a entendu dans la bouche du médecin, j'étais très intéressée d'entendre cela. Nous sommes tous concernés. Et nous ne pouvons pas déléguer à quelques-uns parmi nous cette responsabilité de répondre à la violence de la souffrance et de la mort. Fuyons-nous collectivement la mort en voulant la dominer ou acceptons-nous d'être des vivants qui, un jour, meurent en prenant soin les uns des autres dans le réconfort et le soulagement? J'ai une phrase de conclusion. Nulle loi ne mettra fin à ce questionnement éthique et nous sommes requis, responsables de celui, de celle qui, parce qu'il est un être humain, appelle de notre part soin et secours alors que le désespoir guette. Je vous remercie. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ces interventions nourrissantes. On va prendre 30 secondes pour laisser partir Madame Thévenot, qui doit nous quitter parce qu'elle a d'autres obligations professionnelles, enfin liées dans l'hémicycle. Voilà, on va vous remercier. Peut-être qu'un jour vous reviendrez débattre sur ce sujet, puisque le débat n'est pas clos et qu'on reconduira certainement cette opération une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis vraiment désolée, mais je dois vraiment aller voter. Merci. Simplement pour vous dire que je me tiens à votre disposition de façon très claire pour pouvoir échanger. C'est mon prénom.monnom@assembléenationale.fr. Vous l'aurez compris, j'ai besoin de vous pour avancer sur ce sujet. Je ne suis pas du tout à la fin de mon cheminement, mais plutôt en ce moment en train d'évoluer. Et je vous remercie encore pour ces moments qui sont importants, qui nous permettent de nous poser dans ces temps troubles, où effectivement, je pense que nous manquons peut-être de courage pour rappeler le besoin de solidarité. Merci. Merci beaucoup. On a encore une petite vingtaine de minutes à passer ensemble. Il faudra qu'on en réserve quelques-unes pour présenter le DU mis en place l'année dernière. Mais on va prendre un temps d'échange entre vous, parce que je suis sûr que vous avez beaucoup de questions. Moi, j'en ai beaucoup. Mais je vais vous laisser la parole à la salle et puis peut-être aussi aux personnes qui ont suivi cette conférence en ligne.
On va peut-être d'abord profiter de votre présence pour que vous puissiez poser les questions qui sont restées pour l'instant sans réponse. Voilà, déjà, je craignais qu'il y en ait qu'on soit timide, mais il y a déjà madame, et puis au fond de la salle. Bonjour. J'ai été très interpellée par l'aspect économique, la pression qui existe sur les personnes et qu'en fait, elles n'ont pas d'autre solution. Alors, je me posais une question. Est-ce qu'il y a aussi en dessous un problème de vente d'organes? Est-ce que la loi ne pourrait pas prévoir que dans le cas de l'euthanasie et ou du suicide assisté, il y a interdiction de prélever des organes? Alors, on va se tourner d'abord vers Madame Areto, qui va nous rappeler quand même que le corps humain ne se marchande pas en France et en Europe, et qu'il est peu probable que une possible ouverture à l'euthanasie ou au suicide assisté ouvre aussi cette porte de la marchandisation du corps humain, mais vous allez peut-être nous rassurer sur ce point. Alors, du point de vue du droit, justement, je laisserai la parole à mon voisin pour la pratique, parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui se fait. Mais c'est un petit moment promotionnel pour moi, puisque je dirige justement un projet de recherche qui s'intitule Corps sacré, corps marchand. Et justement, moi, personnellement, je me suis intéressée au traitement du cadavre. Et je trouve que ces derniers temps, justement, à l'échelle de notre droit français, de la façon dont des affaires peuvent témoigner de ce rapport au corps, il me semble que, justement, le cadavre tend à avoir une protection de moins en moins importante. Alors, je souligne tout de même que, pour l'instant, les organes, ça reste un don, et donc, par définition, le don n'est pas payant, mais bien entendu, c'est une hypothèse, à mon avis, qu'il ne faut pas écarter. Après, je ne pense pas que ce soit une hypothèse qui vient immédiatement en tête, mais de plus en plus, en tout cas, on peut observer quand même des tendances, justement, à la marchandisation, à la monétisation du corps et de ses éléments, alors que c'est vraiment très fortement ancré dans le droit français, au moins depuis les lois bioéthiques de 1994, que précisément tout ce qui concerne le corps, qu'il soit vivant ou mort, ne puisse pas faire l'objet d'un commerce. Donc ça, pour rappeler le droit, c'est en tout cas la position du droit, mais on a vu l'affaire du charnier de Descartes qui justement montre que le corps, le cadavre a été vraiment maltraité et marchandisé le plus possible. Donc il y a, à mon sens, en tout cas, à l'échelle collective, il y a un tournant, en tout cas, dans le rapport au corps et le traitement au corps. On ne peut plus parler vraiment du cadavre sacré dans le sens où il bénéficiait d'un régime de protection plus important, peut-être même que le corps vivant. Voilà. Madame Trébuchet ou Docteur Burneau, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, moi je veux bien dire quelque chose. Alors je vais être très cash dans mes propos, il n'y a pas d'émotion, je dis juste. Vous posez la question de savoir si l'euthanasie permet du don d'organes. La réponse est oui. J'ai assisté à plusieurs interventions en congrès de médecine sur les transplantations d'organes. Les transplantations d'organes qui viennent de l'euthanasie sont les meilleures transplantations, celles qui marchent le mieux. Pourquoi? Parce qu'on décide à la minute même le moment où les gens meurent et donc on peut perfuser immédiatement l'organe derrière. Et donc il y a un courant, j'allais dire, utilitariste qui est assez développé dans plusieurs pays, avec l'esprit qui est de dire je vais mourir, autant que ma mort serve à quelque chose, mes organes puissent être transmis. En Belgique, c'est possible, par exemple. Je n'ai plus le pourcentage en tête, mais je crois qu'une quinzaine de % de ces transplantations peuvent venir de gens euthanasiés. En ce moment, à l'heure où je vous parle, j'ai une de mes collègues qui a dans son unité de soins palliatifs, prend en charge, une patiente qui a décidé d'aller être euthanasiée en Belgique et qui va rencontrer avant une équipe qui va transplanter ses organes. Et donc elle va être hospitalisée 48 heures avant en cardiologie pour pouvoir avoir une coronarographie, un bilan cardiaque, pour voir comment sont ses organes, puis ensuite va être euthanasiée et les organes vont être prélevés. Mais on reste dans le don, pour l'instant. Ah oui, je pense. Hein? Est-ce qu'il y avait un... Oui, monsieur. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. J'aimerais savoir comment est-ce que vous pourriez expliquer, du moins à mon sens, le manque d'intérêt que porte la société dans son ensemble à cette question de fin de vie
du moins à mon sens pour la jeunesse, c'est une question qui est assez peu discutée entre nous et qui n'a pas l'air d'autant motiver et intéresser les jeunes que d'autres sujets qui sont tout aussi importants aussi, mais pas moins à mon sens. Merci beaucoup. Alors, manque d'intérêt. Moi, je l'ai vu à la convention que j'ai suivie au jour le jour depuis son installation jusqu'à sa fin, j'espère. Très, très peu de médias présents. Beaucoup la presse catholique. Très peu de couverture. Et finalement, un débat qui a effectivement du mal à accrocher. Est-ce que c'est la conjoncture qui veut ça ou est-ce que c'est tout simplement parce que le sujet effraie Madame Trébuchet, peut-être vous avez une idée de... Alors, une expérience, cette année, j'ai proposé à l'ICP un grand cours, donc un cours ouvert à tous les étudiants de L1, L2, L3 sur la fin de vie. Je me disais que j'aurais pas grand monde et j'ai eu 200 inscrits. Et alors, c'était très intéressant parce que les jeunes sont inscrits et effectivement, ils n'y connaissaient rien. Effectivement, ils n'avaient rien entendu des questionnements de la Convention, etc. Je pense que c'est dû au fait que nous ne sommes pas dans une société. Nous sommes dans une société où interrogeons-nous sur les lieux où se questionne le sens de l'humain, où on aborde ces questions de la finitude, de la souffrance et du sens de la vie. Où est-ce que ça se réfléchit aujourd'hui dans nos sociétés qui tendent à évacuer tout ce qui relève des longues traditions qui ont réfléchi à la question de l'homme et à sa finitude, à la souffrance et à la mort. Je pense aussi à la disparition de la mort. Le médecin nous le rappelait, je pense que les chiffres sont encore bons aujourd'hui. On a 70-75% des morts en institution. On ne voit plus le mort. Moi, j'ai entendu, Véronique pourrait le dire, des familles qui disent non, on ne va pas emmener nos enfants parce qu'on veut qu'ils gardent une bonne image. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on veut maintenir une bonne image? Donc, je pense qu'il y a cette peur qui est entretenue par une perte de la proximité de la mort. La mort, aujourd'hui, elle nous arrive chiffrée. Et elle est choc parce qu'elle est chiffrée. On l'a vu pendant le Covid et on le voit voilà, elle est médiatisée par du chiffre. Mais nous ne sommes pas au contact direct. Et je pense aussi que les adultes aujourd'hui sont démunis pour écouter les interrogations de leurs enfants et accompagner les jeunes dans cette réflexion. Madame. Après on vous passera le micro. Allez-y. Voilà, moi je suis petite sœur des pauvres, ça fait 25 ans que j'accompagne des personnes en fin de vie. Et voilà, je peux dire qu'à chaque fois, effectivement, c'est quelque chose de, une aventure à chaque fois différente. Je peux dire aussi que nous avons des maisons en Belgique et que notre seule réponse à la législation et à l'éventualité que des demandes se fassent aussi chez nous, ce qu'on ne voudrait pas, ce qu'on ne souhaite absolument pas, évidemment, c'est la qualité des soins palliatifs. Et je pense que jusqu'à présent, donc dans nos 3 maisons de Belgique, quand des demandes ont été faites, on a essayé de les écouter, d'accompagner, et à chaque fois, les demandes ont été retirées par le soulagement de la douleur, par l'accompagnement. Jusqu'à présent, c'est comme ça que ça s'est passé. Et voilà. Donc c'était pour dire que vraiment, moi, je peux témoigner que la réponse de l'accompagnement, et en tout cas, permet de dépasser quelque chose qui est normal, de la demande de j'en ai assez de vivre, et qui est un passage aussi dans une fin de vie. Mais j'avais une question, moi, c'était pour savoir justement sur cette... dans la législation, quid de l'objection de conscience des soignants? Est-ce que ça a été abordé en France? Je sais qu'au départ, c'était prévu au Canada, mais que finalement, c'est tombé. On n'a plus le droit de... En Belgique non plus, on ne peut plus refuser. Et j'aimerais bien savoir je ne sais pas, est-ce que... Oui, que dit la loi? Alors, on va demander au docteur Burneau la clause de conscience. Pour l'instant, on ne sait pas si la loi évolue. Il est vraisemblable qu'on institue une clause de conscience. Sous le contrôle de Madame Areto, ni en Belgique ni en Canada,
la clause de conscience n'est supprimée. Un médecin peut tout à fait refuser de pratiquer une euthanasie. Mais vous allez nous confirmer ou nous l'infirmer. Il y a on peut quand même dire des choses, puisqu'il y a eu des projets de loi qui ont été écrits. Et vous avez l'association le Lobby Pro-Euthanasie qui a aussi fait un projet de loi diffusé à tous les députés et sénateurs, qui redit à peu près la même chose et qui propose la chose suivante, qui est qu'un médecin qui reçoit une demande de la part d'un des patients d'une aide active à mourir, de faire mourir ou d'une euthanasie, a le droit à une clause de conscience, et que s'il ne souhaite pas réaliser cette euthanasie, il a le devoir, sous 48 heures, de transmettre le patient à un de ses collègues dont il sait qu'il peut pratiquer l'euthanasie. Voilà ce qui est prévu comme clause de conscience. Alors, les situations à l'étranger, Madame Areto, oui, il me semble qu'au Canada et en Belgique, la clause de conscience existe. Au Canada, il n'y a que 5000 médecins qui pratiquent l'euthanasie. Au Québec, je crois, 5000 environ. Ça veut dire qu'il y a des médecins qui se spécialisent maintenant dans l'euthanasie. En Belgique, certains pratiquent 1-2 euthanasies par jour. Ce qui veut dire que tous les médecins ne deviennent pas des médecins qui acceptent de pratiquer l'euthanasie. Mais vous nous le confirmez ou pas? Oui, alors au moins en Belgique, je peux vous le garantir, il existe toujours, en tout cas légalement, une clause de conscience. Néanmoins, justement, quand j'ai rencontré les personnes qui suivent le DU éthique et soins, j'ai eu des témoignages justement de personnels médicaux, de personnels de maisons de soins, d'institutions de soins en Belgique, et qui m'ont bien dit qu'il leur était interdit, et la Cour constitutionnelle avait confirmé, enfin avait en tout cas explicité cette interdiction, qu'il était interdit dans les statuts de l'institution de soins de de refuser, d'interdire, si vous voulez, la pratique de l'euthanasie. Donc, de facto, bien entendu, il y a en tout cas, dans la limite où justement la clause de conscience est tout de même maintenue dans une certaine mesure, il y a nécessairement des contestations de cette clause de conscience. Le parallèle que l'on pourrait envisager, c'est le parallèle avec l'avortement. En France, à tout le moins, il existe 2 clauses de conscience, puisqu'il y a une clause de conscience générale des médecins, et il existe une clause de conscience propre à l'interruption volontaire de grossesse qui est prévue dans la loi Veil. Et justement, il y a eu des tentatives, là encore, de supprimer cette clause de conscience spécifique à l'avortement. Donc on peut imaginer, en tout cas, peut-être en France, que le législateur pourrait envisager une deuxième clause de conscience. Mais la clause de conscience, normalement, elle existe pour tous les actes médicaux pour le médecin. Pour le dire clairement, elle est à titre personnel. En Belgique, un établissement ne peut pas refuser, si un médecin accepte de le pratiquer, ne peut pas refuser. Ça illustre le phénomène de la pente glissante. Je prendrai l'exemple de la Suisse, où le suicide assisté est autorisé, mais sans être légalisé ni dépénalisé, sous certaines conditions. Les hôpitaux suisses ne pratiquaient pas le suicide assisté, préféraient, pour les raisons qu'a indiqué le docteur Burneau, tenir cette pratique à l'écart de leur institution. Et il y a beaucoup de procédures judiciaires engagées par les associations pour ouvrir les hôpitaux, ce qui certains y sont contraints par la loi. Le canton de Vaud, je crois, résiste encore. Non, c'est l'inverse. On commençait de le faire sur décision de justice. Donc il y a cette tentative, j'allais dire, procédurale de forcer certains établissements qui prétendaient être sans euthanasie ou sans suicide assisté de permettre l'accès, ce qui bouleverse, comme l'a expliqué le docteur Burneau, la relation soignant-patient de manière très très forte. Mais justement, si je peux ajouter un point, l'aspect normatif, on le retrouve là encore, c'est-à-dire que finalement, avec la configuration de la médecine occidentale, il va y avoir une spécialisation qui va se faire sur cette question. Ça paraît assez évident quand on voit comment se découpe aujourd'hui le soin et la médecine. Donc il y a des spécialités, justement, il y a la spécialité en soins palliatifs et il y a la spécialité qui se développe justement sur l'euthanasie. Le temps
Le temps nous presse déjà, on va prendre la question de madame et puis après on essaiera de prendre une ou deux questions en ligne pour honorer aussi la présence de ceux qui sont derrière l'écran. Voilà. Donc moi je tenais à dire, je suis médecin néphrologue et je tenais à dire que la situation sur le terrain en matière de soins palliatifs, elle est très inégale parce qu'en oncologie, les données de la problématique sont claires, tandis que dans ma spécialité en néphrologie en tant que médecin dialyseur, je me vois souvent avoir à statuer, être en présence de situations où les personnes ont une prise en charge en soins palliatifs et de m'entendre dire par la famille ou en particulier par la famille que oui, mais si vous arrêtez la dialyse, vous condamnez la personne. Elle s'en ira dans les quelques jours. Alors que ces mêmes personnes ont signé, enfin le patient dans ses directives anticipées a pu dire qu'il refuse la réanimation. Et donc, on se trouve sur le terrain complètement démunis, en particulier depuis le Covid, la pandémie, démunis, sous pression, et une situation vraiment très dégradée sur le terrain. Donc, il faut que la loi ne soit pas une loi cadre, mais qu'elle aille dans tous les détails de toutes les spécialités, de toutes les situations. Docteur Burneau, ça c'est une question qui interpelle beaucoup compte tenu de la situation, on peut dire catastrophique de l'hôpital en France. Est-ce qu'une loi qui ouvrirait à l'euthanasie, au suicide assisté, serait vraiment applicable alors qu'on n'a déjà pas le moyen de soigner les gens? Est-ce que l'hôpital est capable de supporter une pression supplémentaire? Moi, ce que j'entends, madame, dans ce que vous racontez, je comprends très bien ce que vous vivez, c'est que vous vous retrouvez dans une situation assez solitaire. Et moi, j'ai la chance de travailler dans un établissement important qui est avec un centre de recherche énorme, où nous sommes plusieurs. Et ce qui nous aide au quotidien à tenir bon, à continuer, à pouvoir encore soigner, c'est que nous partageons la décision médicale, que nous faisons équipe, que parfois nous pouvons passer à un confrère quand on trouve que c'est difficile. Et j'entends dans ce que vous dites qu'il y a une solitude de la décision qui est difficile et peut-être la peur d'une juridiction qui serait défavorable ou autre. Je pense que la réponse à tout ça, c'est de faire équipe. Et ça veut dire que, mais je ne dis pas que c'est facile, hein, ça veut dire que dans votre établissement, d'aller solliciter d'autres en disant là, il faut qu'on pense ensemble la question de la personne qui se retrouve un peu au bout de sa dialyse. Nous avons les mêmes situations avec les gens qui sont au bout de leur chimio ou les transfusions qu'il ne faut plus faire, les choses comme ça. Et alors parfois, on nous renvoie dans la figure, mais vous condamnez le malade. Mais non, on ne le condamne pas. Il est en train de terminer sa vie. Nous sommes juste en train de limiter les traitements invasifs pour que ce temps qui reste soit un peu plus doux. Mais ce qui est sûr, c'est que penser le soin, ça prend du temps. Si on veut plaire à un patient ou une famille, on peut toujours prescrire. C'est facile. On prescrit sans cesse. Et puis à un beau moment, on prescrit l'euthanasie à force d'avoir prescrit l'acharnement thérapeutique. Et décider de se retenir, ce qui est une des décisions médicales les plus difficiles, eh bien, ça prend du temps, ça doit faire équipe, ça oblige à faire équipe, ça oblige à expliquer à une famille. Et puis, vous croyez que le tour est joué, une fois qu'on s'est compris, et puis il manquait une personne de la famille qui revient 3 jours après, qui n'est pas d'accord. Ah, ô combien c'est difficile. Ah oui. On va prendre quelques questions en ligne. Valérie Molière, vous avez enregistré plusieurs questions. Et puis ensuite, après, j'ai bien vu, monsieur, que vous souhaitiez prendre la parole aussi. On vous la donnera. Alors déjà, je fais un peu le porte-parole des personnes qui sont en ligne pour dire qu'elles vous remercient pour la qualité de vos interventions, vos témoignages. Beaucoup de retours très positifs sur votre intervention, Dr Burneau, sur Véronique Koumoulet, qui les a beaucoup touchés. Une question qui a été posée, les proches d'une personne en fin de vie ont-ils la possibilité, la vraie liberté, de dire combien la violence d'un départ provoqué peut les faire souffrir ? Alors, quelqu'un d'entre vous a vécu cette expérience. Peut-être, Madame Koumoulet, vous pouvez témoigner de ce que vivent les familles
auprès de patients en fin de vie. Alors oui, ce que je peux dire, c'est que une chose que je disais, c'est de dire que la temporalité est particulière et c'est pas la même pour le malade et pour sa famille. Et donc il y a, me semble-t-il, un perpétuel ajustement entre le chemin que fait le malade et le chemin que fait la famille. Et je rencontre des familles avec un proche qui est en demande de mort et pour lesquelles c'est extrêmement difficile de l'entendre. Et il y avait notamment une femme, ça m'avait beaucoup touchée, qui avait dit « mais j'aimerais qu'il nous laisse la possibilité de l'aimer jusqu'au dernier moment ». Et là, je m'étais dit, en fait, oui, personne n'est une île. Donc chaque choix que l'on fait, chaque décision que l'on prend et chaque parole que l'on pose, lorsqu'on est à ce moment aussi important de la vie, va avoir des répercussions sur tous ceux qui sont autour. Donc j'ai jamais été face à des réelles euthanasies, donc je ne sais pas dans ce qui se passe réellement, mais face à ces demandes, les familles sont bousculées. Mais il faut être très honnête, beaucoup de demandes viennent des familles. J'ai beaucoup de familles qui me disent il faudrait que le médecin fasse quelque chose. Alors peut-être que notre place de bénévole fait qu'ils sont sûrs que nous ne prendrons aucune décision, que nous poserons aucun geste. Donc ça leur laisse certainement une liberté et une sécurité particulière. Mais on entend beaucoup les familles. Et j'ai aucun jugement là-dessus. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, quand on a accompagné son proche pendant 5 ans de chimiothérapie en répit et qu'on est exempt de fatigue et que le maintien à domicile est plus possible et qu'on arrive à la fin, moi je comprends que les familles soient épuisées. Donc la réponse de la société, c'est d'être là, justement. D'être là pour leur permettre d'être aidés, soutenus, accompagnés et de lâcher un peu... de retrouver leur place en fait, de redevenir proche et de plus être l'aidant du quotidien et celui qui organise l'agenda et qui convoque les médecins, les soignants. Vous le disiez, docteur Burneau, le temps passé auprès des familles est souvent, est parfois plus important qu'on l'avait envisagé au départ. Il faut leur expliquer. Ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait plus. C'est la particularité des aidants. En fait, il y a des milliers et des milliers d'aidants en France qui sont parfois pas très accompagnés alors qu'ils ont besoin d'être accompagnés, qui sont aux premières loges. On sait bien que quand une personne est gravement malade, eh bien, il y a un peu toute la famille qui est malade. On le voit encore plus avec les enfants. Et il est absolument capital de faire équipe avec eux. Une des choses que l'on fait au quotidien, c'est d'avoir des consultations communes. Il y a toute une partie importante de la consultation qui est partagée. Et on se rend compte aussi où l'aidant en est et comment est l'échange en vérité sur la situation. Puis nous avons un temps seul avec l'aidant qui nous dit aussi où il en est lui, s'il est épuisé ou autre. Nous avons des unités de soins palliatifs qui nous aident beaucoup pour prendre en charge des patients en répit. Ce qui peut être un répit parce qu'ils ne sont pas confortables et qu'on n'arrive pas à bien les soulager, mais aussi des répits pour les familles qui ont besoin de souffler. Vous racontiez tout à l'heure des familles qui demandent d'en finir parce qu'il y en a qui trouvent que l'agonie est trop longue alors même que la personne peut dormir. Aussi parce qu'il y a un rapport au temps qui est différent et maintenant la plupart des gens travaillent, sont occupés, sont avec leur téléphone, courent partout, ont des rendez-vous à droite et à gauche. Et quand on rentre dans ce moment de la fin de vie, ça oblige d'une certaine manière à casser un certain rythme. Et ce n'est pas toujours facile d'accepter de casser ce rythme. Et on trouve parfois que le temps est trop long et il y a ce moment qui dure parfois. Oui, il y a de l'explication et malgré tout, on voit des gens qui parfois trouvent que c'est trop long. Et puis quand la personne meurt, ils sont complètement bouleversés, ils ne disent pas déjà. C'est très ambivalent tous ces moments. C'est humain. Je voudrais attirer notre attention à tous sur ce qu'on entend là. Et je pense que l'avenir des soins palliatifs, l'avenir de la médecine se trouve dans les soins palliatifs. Voilà. Et je pense que toute cette manière de prendre la personne dans sa globalité, de voir un être humain derrière le malade, d'écouter les proches, de faire attention aux aidants, c'est les soins palliatifs qui nous l'apprennent. Ça fait 30 ans qu'ils nous l'expliquent. Et il y a encore des résistances dans le corps médical, il y a encore des résistances chez les soignants. On n'a pas transformé l'enseignement universitaire en fac de médecine. On a insuffisamment transformé l'enseignement dans les IFSI, dans les IFAS, chez les aides-soignants et les infirmiers. L'enjeu, il est là. Et je pense que ça, c'est une volonté politique, c'est une volonté économique. Voilà,
on a peu de professeurs associés en médecine palliative. Voilà, ça passe par là, tout ça aussi. Et je pense que ça, c'est de notre responsabilité sociétale que de le savoir et que d'en parler autour de nous et que de porter cette responsabilité ensemble. Je vais rebondir là-dessus parce qu'il y a une personne qui demande, question pour le docteur Alexis Burneau, n'avez-vous pas trop apporté, vous et vos équipes médicales, dans un monde où la solitude est grandissante? Nous sommes souvent, lorsque nous sommes confrontés à des demandes d'en finir, et c'est décrit notamment aux États-Unis avec des statistiques, la majorité des gens sont en situation de solitude. Ils sont en situation de solitude, tout à l'heure vous disiez, ils ont peur d'être un poids pour la famille, peur d'être un poids pour la société, ils sont désocialisés ou ils sont dans une solitude, et on voit comment le lien qui peut être recréé change leur perspective. Et le débat que l'on voit actuellement vient aussi confronter le collectif ou le singulier. C'est-à-dire que si on pense individu, et je suis tenté le premier, c'est de dire, écoute quand même, ce serait quand même bien d'avoir sous le coude quelque chose en cas de besoin. Et si on pense collectif, on dit, oui, mais si on fait ça, où va-t-on? Et donc la solitude crée ce côté pensée individuelle qui nous pousse à aller vers une législation qui est une législation individuelle, mais au détriment du collectif. Je crois très fort à ça. Quand je dis ça, je vais vous partager quelque chose d'un peu intime. Peut-être vous avez trouvé que mes propos étaient un peu trop raides tout à l'heure. Ils sont aussi un peu raides de ces mois et mois d'échanges dans cette histoire législative où on entend des choses absolument incroyables. C'est-à-dire qu'en vrai, il y a la société, globalement, elle dit écoutez, si je suis au bout de ma vie, que ça dure trop, donnez-nous un petit coup de pouce. Et puis finalement, un peu tout le monde est d'accord. Et puis vous voyez le débat qui passe, et puis vous entendez qu'en fait, ici, ben non, c'est quand je veux, où je veux. Le journal Le Point a écrit il y a 48 heures un article où on voit un médecin en Belgique qui raconte qu'il fait 1 à 4 euthanasies par semaine, qu'il a déjà euthanasié son frère, qu'il a euthanasié sa belle-sœur et qu'il a euthanasié 50% des Français qui viennent en Belgique chaque année se faire euthanasier. Donc ça crée aussi des loups un peu solitaires. On voit aussi que ces histoires-là deviennent contagieuses. On voit qu'au Canada, il y a un côté exponentiel. Il y a eu 51% d'augmentation des euthanasies au Québec cette année. Que c'est passé de 1, puis 2, puis 3, puis à 7% des décès par euthanasie au Québec. On voit qu'il y a des projets de loi sans cesse qui s'élargissent dans les différents pays. En Hollande, ils sont en train de proposer, ça fait un moment, que toute personne de plus de 75 ans, quel que soit son état de santé, puisse être euthanasiée. Au Canada, ils ont légiféré en mai 2022 que toute personne avec un handicap puisse être euthanasiée. Ils viennent de légiférer au mois de mars cette année que toute personne avec une maladie psychiatrique peut être euthanasiée. Et donc, il y a un emballement qui devient tellement délirant et anxiogène, en tout cas à mes yeux, que je tiens un propos un peu solide qui dit non, il faut garder un principe que c'est une transgression. Et donc, qu'est-ce que je veux vous partager comme chose intime? Je veux vous partager que je pense que peut-être je pourrais faire l'injection qui fasse mourir. Ça ne m'est pas arrivé jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que je trouve très grave, et beaucoup plus grave que de faire une injection qui fait mourir, c'est de légiférer sur cette possibilité. Parce que quand on légifère, on envoie un message à une société. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on envoie comme message à la société? C'est que toi, eh bien, si tu veux, tu es euthanasiable. Si tu veux, on peut t'aider à te suicider. Et c'est contagieux, cette affaire-là. Et vous le disiez très bien tout à l'heure, ce n'est pas un droit qui change rien à l'autre. Ben, bien sûr que si. Moi, dans mon canton, c'est comme ça. Et vous avez le Theo Bauer, qui est celui qui s'occupait des euthanasies, enfin du contrôle euthanasie en Hollande, qui a raconté que maintenant, par contagiosité, dans certains cantons en Hollande, c'est 15% des décès qui sont par euthanasie. C'est pour ça que
je tiens aussi un peu ce discours. Et surtout, ça n'aide pas, c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça n'aide pas à faire, justement, à permettre le bien dans la société. Justement, il met en rapport, et ça c'est très intéressant, je trouve, dans sa tribune, dans Le Monde, il met en rapport les chiffres de l'euthanasie avec les chiffres du suicide, en se disant, en fait, moi je pensais que d'ouvrir l'euthanasie, ça allait faire baisser les chiffres du suicide. Et en fait, pas du tout. Les chiffres du suicide augmentent continuellement, alors qu'en Allemagne, il compare bien les populations en disant, voilà, culturellement, on est assez semblables. Justement, en Allemagne, il n'y a pas d'euthanasie possible, légale, et précisément, les suicides sont en train de diminuer. Et je voudrais vraiment mettre dans la perspective, justement, des choses qui ont été déjà dites, mais sous un angle différent, dans un contexte post-sanitaire, où on voit justement qu'on a toutes les catégories d'âge de la société qui ont, voilà, pour certains, du mal à se remettre de cette période, pendant laquelle, justement, on a bien caché la mort, pour le coup. Je pense que, justement, légiférer dans cette période-là, c'est d'autant plus préjudiciable, parce que ça va être une tentation très importante pour certaines personnes qui se sentiront plus en état de continuer, tout simplement. Justement, le suicide, on a plusieurs instances, plusieurs institutions dans la société qui essayent de lutter tout de même contre le suicide, même si ça a été dépénalisé. Et j'aimerais justement terminer sur la perspective kantienne, puisqu'on parle de dignité. Et précisément, la dignité, c'est de ne pas considérer l'autre comme une chose, l'autre humain comme une chose. Et précisément, Kant estime que c'est immoral de se suicider. Donc vraiment, la perspective d'utiliser la dignité pour défendre l'euthanasie, pour défendre la libre disposition de son corps, de soi, pose quand même des problèmes au-delà d'une conception purement religieuse, éthique. Voilà. Là, on voit bien les enjeux ici. Monsieur. Oui, je voudrais compléter un petit peu le propos de la petite sœur des pauvres tout à l'heure. Et la Convention citoyenne semble devoir recommander que l'aide active à mourir soit pratiquée notamment dans les EHPAD. Bien. Et là, ce que je voudrais simplement souligner, c'est que les EHPAD, comme toutes les maisons qui accueillent des personnes handicapées âgées, sont là pour accompagner, enfin tout le projet de l'établissement, c'est d'accompagner la personne jusqu'au bout. Et de l'accompagner dignement, efficacement, chaleureusement, enfin faire vraiment du soin. Et donc, par conséquent, si le suicide assisté ou l'euthanasie avait lieu à un EHPAD, ça créerait un trouble très profond. Les résidents se demanderaient ce qui se passe et ça les inquiéterait. Les bénévoles seraient également extrêmement inquiets. Et les professionnels, on sait qu'ils sont divisés. Certains seraient favorables, d'autres seraient défavorables. Et en fait, ça créerait une réelle division dans l'établissement et ce serait très préjudiciable à la bientraitance qu'on doit aux résidents. C'était une remarque, hein, sans question. Rappelons quand même que donc, la Convention fait des recommandations. Il reste aux politiques de choisir de reprendre ces recommandations ou de les laisser de côté. Hein. Ce n'est pas une assemblée qui va prendre des décisions. L'initiative reviendra au président de la République ou aux parlementaires si le président de la République en décide autrement. Une autre question, pas de nos amis derrière Non, plutôt des... Est-ce que vous avez dans la salle d'autres questions qui vous restent à poser? Parce qu'on a aussi une intervention de sœur Anne-Solène Kerdraon qui va présenter le DU qui a été mis en place l'année dernière, expliquer un petit peu les enjeux de ce DU. Pas de regrets sur les questions? Merci beaucoup. Voilà, donc je suis... Vous êtes un peu à l'initiative avec Madame Trébuchet de ce DU. Voilà, donc je suis Anne-Solène Kerdraon et je dirige le département de théologie morale et spirituelle ici à l'Institut catholique de Paris. Et donc je vais vous présenter un DU que nous avons ici. Mais avant cela, je voudrais d'abord remercier vraiment très chaleureusement l'ensemble des intervenants de ce soir. Je crois que par la perspective et puis l'expertise propre qui était la vôtre dans le domaine médical, juridique,
dans la proximité humaine et puis dans le domaine éthique, vous nous avez permis de mieux comprendre les enjeux politiques, sociétaux, médicaux, juridiques et tout simplement humains du débat qui a cours aujourd'hui. Et je crois que les regards croisés qui ont été les vôtres sur cette question nous ont donné des repères maintenant pour réfléchir par nous-mêmes et nous positionner personnellement dans ce débat. Et si je dis cela, c'est aussi que le DU que je vais vous présenter s'inscrit vraiment dans ce type d'écoute, de réflexion et de discernement que vous nous avez proposé ce soir. Alors ce DU, il a été élaboré avec Marie-Dominique Trébuchet et moi-même en collaboration avec le Centre Sèvres. Donc ce sont nos deux institutions qui le proposent. Et il a été également élaboré donc en partenariat avec la Maison Jeanne Garnier, avec la FNISASIC aussi, la Fédération des institutions de santé et d'action sociale d'inspiration chrétienne, avec la Fondation Saint-Jean-de-Dieu et puis également la FEAP, la Fédération des établissements hospitaliers d'aide à la personne, et je les en remercie vivement. Ce DU a ouvert en octobre dernier et il a vraiment cette visée de donner aux personnes qui sont engagées dans le soin médical, dans le soin social, de répondre là où elles se trouvent aux questions souvent très complexes, on le voit déjà avec les questions de fin de vie, auxquelles elles sont confrontées. Et dans la société pluraliste qui est la nôtre, eh bien, cela implique d'être en dialogue avec d'autres, cela implique aussi de se référer à ces questions, en ces questions complexes, à des corpus interdisciplinaires, juridiques, médicaux, éthiques, philosophiques, etc., etc. Et donc, c'est ça que nous proposons dans notre DU. C'est un DU, alors vous avez les plaquettes au bout, au fond de la salle, n'hésitez pas à côté du journal La Croix de vous servir. Et ce DU, il est proposé en 8 modules de 2 jours par mois. Il est aussi possible de s'inscrire simplement à un module, par exemple sur celui de la fin de vie qui aura lieu prochainement, au module sur le début de la vie, sur la vulnérabilité, etc., de manière particulière. Et il s'adresse en fait à toutes les personnes qui sont engagées d'une manière ou d'une autre dans le soin médical et social. Notre première promotion, donc, qui a commencé en octobre et dont Valérie Molière fait partie, est composée pour moitié de soignants de tout type. Il y a des médecins, des kinés, des psychomotriciens, des psychologues, des aides-soignants, des infirmiers, voilà, un peu tous les acteurs du soin. Et puis aussi des personnes qui sont engagées en aumônerie d'hôpital ou qui sont directeurs d'établissement. Voilà, donc un public assez varié. Et notre pédagogie, elle est vraiment à la fois d'alterner des apports théoriques et fondamentaux et aussi des analyses de situations cliniques avec les praticiens, des travaux de groupe et ateliers. Et on voit là que de réfléchir ensemble avec tous ces métiers réunis et toutes ces perspectives différentes sur les mêmes questions auxquelles ils s'affrontent est fondamental et extrêmement formateur. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas du tout à prendre la brochure qui est à la sortie ou à nous poser des questions à Marie-Dominique Trébuchet ou à moi-même. Est-ce que c'est ouvert aux vieux journalistes ? Oui, on a une personne qui travaille dans le monde de l'édition et qui édite en particulier des ouvrages en sciences sociales. Je peux ajouter un mot ? Bien sûr, je prendrai la brochure. C'est un beau produit, profitez-en. On a vraiment beaucoup réfléchi. On a travaillé, c'est la première fois qu'on monte un DU, un diplôme universitaire, en collaboration Institut catholique de Paris Centre Sèvres, parce qu'on s'est dit que c'était important de pouvoir apporter à l'éthique toute la tradition philosophique, la tradition théologique, la tradition de la réflexion anthropologique. Et voilà, vous y trouverez des ressources qui n'existent pas dans des DU d'éthique qui sont plus spécialisés et qui sont souvent localisés en faculté de médecine, qui sont très bien, mais qui offrent une autre approche. Et nous l'avons voulu davantage ouverte aux grandes traditions. Bon,
merci beaucoup. Je prendrai la brochure en sortant. Est-ce que c'est une question qui concerne le DU? Alors, allez-y. Est-ce que vous allez le reprendre? Parce que ceux qui arriveraient maintenant, ils ne peuvent pas... Est-ce que vous allez reprendre en septembre Oui, il y a une nouvelle promotion. Il y a une nouvelle promotion qui va commencer en octobre prochain. Et vous avez dans la plaquette qui est à la sortie de la salle, vous avez les dates pour l'année prochaine, donc pour l'année 2023-2024. Bon, merci à tous. On a un peu débordé, mais je pense que vous ne nous en voudrez pas. Merci beaucoup, Madame Trébuchet, Madame Comollet, Madame Areto, Docteur Burneau, Madame Kerdraan. Et on n'oublie pas Prisca Thévenot qui nous a quittés un petit peu plus tôt. Merci à tous. Merci à vous aussi d'avoir été aussi attentifs. Voilà, j'espère qu'on reproduira cet événement prochainement. Bonne soirée à tous, bonne fin de soirée à tous.